Chapitre 14. Aéroport de la Mole. Le jet privé roulait lentement vers l'aérogare de la Mole en provenance de Beyrouth. Il avait été loué en catastrophe à Amman, en Jordanie. Le pilote avait dû user de tout son savoir-faire et ses bons contacts pour déposer son plan de vol aussi rapidement sans éveiller de soupçons dans cette zone troublée. 4 hommes y avaient pris place à Beyrouth. La trentaine, habillés à l'européenne mais ne pouvant dissimuler leurs origines moyen-orientales, ils en descendirent avec des contractions. Ils passaient facilement pour des hommes d'affaires ou des intermédiaires bien introduits. Leurs passeports libanais ne suscitèrent aucune remarque de la part de la police des frontières. Ils voyageaient légers, chacun portant avec lui un sac de grande marque. Ils n'étaient là que pour un jour au plus, annoncèrent-ils à l'officier. Rapidement sortis de la zone confinée, ils se dirigèrent vers l'employé Hertz qui les attendait pour mettre à leur disposition une discrète Mégane gris souris réservée pour eux par un correspondant anonyme. La Gold Mastercard, qui exhiba l'aîné du groupe, leur facilita les formalités et ils furent sur la route de Saint-Tropez moins de 30 minutes après avoir atterri. « Allahu Akbar, mes frères, jusqu'ici tout va bien. »« Allahu Akbar » répondirent-ils tous en chœur. « Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Un chien d'expert informatique espionne nos mouvements de fond et informe le Mossad sur ceux qui donnent en faveur de notre cause. Il faut l'en empêcher et lui donner une leçon. Nous allons entrer chez lui et détruire tout son matériel informatique, tout ce qui lui sert à nous espionner. C'est tout, dit l'un d'eux, c'est un premier avertissement. Lui, s'il est là et qu'il se met en travers de notre chemin, tant pis pour lui, dit Saliman avec un geste éloquent de la main de gauche à droite sous son menton. Sinon, ça ne fait rien. Qu'il vive dans la peur du châtiment, Inch'Allah. Inch'Allah. Mahmoud, quand tu arrives à Saint-Tropez, prends à droite la route des plages et à gauche le chemin de Sainte-Anne. Tu t'arrêteras à la chapelle Sainte-Anne. Tu la verras de loin, c'est éclairé la nuit. Et notre matériel? Je ne vais pas travailler avec mon costume de chez Armani et mon briquet. Quand on a la foi, un cutter, un briquet suffit, Mahmoud. Mais pour aujourd'hui, tu as raison. Il ne faut pas abîmer ton costume. Tu en auras besoin pour après, pour aller baiser les putains françaises qui s'exhibent sur les pistes de danse. Notre matériel est déjà là où on s'arrête. Ce qu'il aimait lorsqu'il travaillait pour Hamadi, c'était la précision avec laquelle il pouvait compter sur son équipement. Rien à transporter ni à acheter sur place. Aucun contact avec les sympathisants locaux qui pouvaient avoir déjà été identifiés par la police du pays. Saliman affectionnait tout particulièrement les tenues ninja dont il les équipait, ces 3 hommes et lui-même. Il faut dire qu'elles étaient pratiques pour les opérations rapides de nuit dans un pays étranger. Elles étaient fabriquées dans les mêmes usines chinoises que les tenues de la police anti-islamiste en Algérie et que nombre d'uniformes d'autres armées dans le monde. Quand la Chine se réveillera, les armées du monde décadent risquent de devoir combattre à poil, pensa-t-il avec dérision. Complète, avec gants fins et passe-montagne, elle permettait d'éviter de se faire photographier au cas où il y aurait des caméras enregistreuses et de ne pas avoir à de poudre ni aucune trace sur les mains ou le corps en cas d'usage d'armes et d'explosifs. Les risques d'identification en fin de mission devenaient presque nuls. Il suffisait d'agir vite pour ne pas se faire prendre pendant la mission. Leur victime avait de la chance, pensait-il. Son commando n'avait tout de même pas le véritable entraînement des ninjas. Il en rêvait, Saliman. Il aurait bien aimé. Leur spécialité à eux, c'était plutôt les explosifs. Ses ennemis avaient leur chance de se défendre, mais ils étaient rarement armés, heureusement pour lui. Arrivé sur le petit parking de la chapelle, gracieusement offert par le dieu des infidèles, ou leur gouvernement, il intima à ses frères terroristes l'ordre de ne pas bouger de la voiture avant qu'il n'ait inspecté prudemment les alentours. Puis il leur montra du doigt un fourgon Peugeot noir décoré à la marque UPS sur les côtés. « Mahmoud, la clé du camion est collée sous le marchepied avant gauche. Tu ouvres les portes, on arrive. » Une fois opéré le transfert du personnel, ils trouvèrent dans le fourgon leurs tenues noires respectives numérotées. Ils avaient l'habitude. Et 4 sacs à dos noirs contenant le nécessaire pour cette soirée explosive. Saliman ouvrit le sien. Il en tira divers plans et des explications en anglais qu'il parcourut rapidement. Il montra le plan des rues à Mahmoud et celui de la propriété attaquée à tous en leur précisant ce qu'ils devaient savoir pour agir vite et bien, sans risque inutile. À 1h du matin, tout était calme à la Bastide Mongrain. Les ninjas, sac au dos, le visage masqué, la peau mate autour des yeux, sautèrent un à un la haie du sud de la propriété par 3 points différents. Avertis des pièges électroniques, ils arrivèrent à approcher la bâtisse sans attirer l'attention. Silencieusement, ils préparèrent les charges destinées à forcer les portes d'accès. Leur intention était simple, pénétrer au cœur de la maison, aveugler à l'aide de grenades éclairantes, profiter de l'effet de surprise, déposer des charges suffisantes pour tout faire sauter dans un délai de 2 minutes, décrocher, rejoindre le fourgon, se changer, aller prendre un verre au biblos. Ils avaient à peine touché terre depuis 30 secondes que 2 Dobermans silencieux, visiblement entraînés pour la protection des grandes propriétés, les cueillirent de leur croc puissant. Les notes de Saliman n'en parlaient pas. Vaine résistance. Experts à l'arme blanche, ils les saignèrent en un tour de main. Dans l'appartement des 2 Allemands, seul le cri aigu de souffrance de l'un des fauves et le juron de sa victime réveillèrent Gunther. La caméra à infrarouge leur renseigna sur l'ampleur de l'attaque dont ils étaient victimes. Même prévenus du risque, ils avaient bien failli se faire avoir. Il sonna immédiatement l'X, réveilla Hans
tout en préparant la contre-attaque en utilisant uniquement les moyens défensifs selon les ordres. La Bastide disposait entre autres de quelques gadgets très efficaces. En moins de 5 secondes, de solides volets métalliques roulants se refermèrent sur les baies. La maison était scellée. Aussitôt, un enfer d'explosions, de tirs et de flashs entoura le bâtiment, attaquant l'agresseur de tous côtés. En même temps, la police locale était prévenue par un message automatique. Ils mirent à profit ce laps de temps pour s'harnacher. Les ninjas, surpris, reculèrent, se planquèrent, cherchèrent à évaluer les risques, se demandant de quel côté ils devaient riposter. Pendant 1 minute, ils demeurèrent la tête dans les buissons, bluffés. Puis ils se rendirent compte qu'aucune balle ne claquait autour d'eux, qu'aucun impact ne soulevait la terre. Tout cela n'était qu'un bruitage destiné à faire peur aux cambrioleurs sans les tuer. Saliman en déduisit que la maison n'était pas vraiment défendue et qu'ils pouvaient sans crainte reprendre leur mission de pénétration. Il exhorta ses ninjas. 2 portes sautèrent. Une rafale crépita, étouffée par les silencieux. Des ombres pénétrèrent subrepticement dans la villa, saccageant tout sur leur passage. D'en haut, Lix avait tout vu. L'adversaire semblait décidé. Il le jugea trop bien équipé pour espérer s'en débarrasser sans pertes humaines. L'attaque était très sérieuse. Les 2 cadavres de chiens en attestaient. Il ne voulait ni voir ses hommes aller les rejoindre, ni faire un carnage dans une ville où il avait jusqu'à maintenant conservé sa réputation. Il décida prudemment que la fuite était la meilleure solution contre cette équipe de sauvages. Il prit contact avec Gunther et Hans, prêts à en découdre. « On décroche par le tunnel, au bateau, maintenant !» Mortifiés, mais obéissant aux ordres comme ils avaient été entraînés à le faire, ils prirent leur sac de subsistance et se dirigèrent vers la voie de repli. Lix prit Agnès dans ses bras au passage et courut vers l'ascenseur du sous-sol, vite rejoint par les Allemands. Serrés dans la cage, ils s'enfoncèrent dans le rocher et débouchèrent à l'arrière du hangar à bateau. En haut, des grenades éclairantes explosèrent et une inquiétante fumée grise les atteignit par les 3 conduits de l'ascenseur. Lix prit à la volée un sac à dos tout équipé, pressa la télécommande de démarrage et s'élança vers le cigarette qui ronronnait déjà, non sans avoir, d'une nouvelle pression du doigt, fait disparaître sous des panneaux décoratifs blindés l'entrée du conduit qu'il venait d'emprunter. Il fallait faire vite, car leur avance n'était que d'1 ou 2 minutes, pourvu que ce commando visiblement bien organisé ne dispose pas d'appui sur l'eau. Si c'était le cas, il pourrait difficilement retenir Hans, qui avait de quoi forcer le passage. À peine installé aux commandes, Gunther fit coulisser les portes du hangar, poussant doucement les moteurs de l'embarcation. L'engin sortit silencieusement du hangar, dans la nuit glauque, et traça son sillage au ralenti pendant une 50aine de mètres. Puis, les moteurs se déchaînèrent, et il démarra en trombe direction la pleine mer, avant que les agresseurs n'aient pu comprendre que leur cible avait pris le large. Pour pouvoir maintenir une vitesse maximum sans prendre le risque toujours possible de pourfendre un pêcheur de nuit, il s'était équipé de ses lunettes de vision nocturne qui lui permettaient un pilotage confortable. À aucun moment il ne se retourna pour ne pas risquer de subir la lumière trop forte des explosions qui endommageaient la belle Bastide. « Baissez la tête !» dit Lix. « Il nous canarde depuis la terrasse !» Une balle passa en claquant à quelques centimètres d'eux. Dans un réflexe bien rodé, Hans riposta en visant instinctivement les éclairs émanant de la balustrade près de la piscine. Il doubla son coup comme à l'entraînement. L'activité meurtrière cessa côté Bastide. Au même moment, Gunther changea la course du bateau, tout en déréglant l'orientation des moteurs de façon à provoquer dans son sillage une gerbe d'eau destinée à rendre floue leur image jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée. Il reprit ensuite un réglage standard pour assurer la tenue en mer et éviter que la proue ne se soulève trop dans les vagues. Il mit alors les moteurs à contribution pour s'éloigner au plus vite de la côte. Dès que le canot eut repris son équilibre, Lix regarda intensément Hans, mais ne dit pas un mot. Il avait compris. Hans admettait qu'ils puissent céder du terrain pour éviter d'avoir à tuer l'ennemi. Qu'ils se fassent eux-mêmes trouer la peau dans la manœuvre, non. Lix n'avait pas eu le temps de s'apercevoir que son génial fardeau n'était vêtu que d'un pyjama et commençait à grelotter sous les embruns nocturnes. Il l'enveloppa dans une couverture de survie en attendant meilleure fortune et fixa autour d'elle le harnais de son siège pour lui éviter de s'envoler à la première occasion. Tous reprenaient leur souffle, accrochés comme ils le pouvaient, encore sous le choc d'une attaque aussi rapide que brutale, perpétrée par des gens incontestablement bien entraînés. Lorsque le bruitage pourtant remarquablement imité avait éclaté, leurs agresseurs n'avaient pas cédé à la panique. Un classique cambrioleur aurait pris ses jambes à son cou dans un tel barouf. « Eux sont commandos, terroristes !» hurla Hans pour couvrir le bruit. « Il a insulté le Doberman en arabe, il a coupé lui le cou. J'ai pris enregistrement !» ajouta-t-il en exhibant la cassette du magnétoscope couplée avec la caméra infrarouge. Brave Hans! Son emploi de jardinier factotum ne lui avait pas fait perdre ses réflexes de combattant. Nul doute qu'ils avaient affaire à un véritable commando de combat. Des extrémistes poseurs de bombes? Pourquoi pas? Ils étaient tellement faciles à manipuler. Mais il était inutile de se poser la question de savoir qui avait commandité cet assaut. Comme pour les conforter dans leurs idées non encore exprimées, un feu d'artifice émanant de la Bastide fusa derrière eux, assourdi, intérieur. L'ensemble de la maison n'était pas parti en pièces, comme s'il s'agissait plus d'une implosion ou d'un coup de grisou dans les murs. On voulait minimiser
minimiser l'effet sur le quartier environnant, notamment le bruit, tout en détruisant ce qui se trouvait à l'intérieur. L'équipement, la capacité d'espionner à distance était certainement visée. La cheminée, au milieu du toit, exhala 1000 étoiles, puis le calme revint. Pour ceux de la Bastide, pour l'X, l'avertissement était de taille, mais ils avaient réussi à faire au moins partiellement échec à la mission. Ils étaient sains et saufs, ils étaient libres. Ce qu'étaient venus détruire les agresseurs, sponsorisés sans aucun doute possible par Macpherson, dormaient déjà ailleurs, bien à l'abri, en un lieu plus que millénaire, et leurs moyens de communication étaient loin d'être réduits à néant. Les cafards noirs quittaient un à un la propriété, satisfaits de leur œuvre. Saliman aimait à donner ce surnom à son commando, et aux centaines d'autres comme lui, occupés à pourrir le monde décadent des infidèles, à œuvrer pour en faire leur propre planète. Ils avaient vu un film où ces bêtes envahissantes avaient évolué en prédateurs blindés, qui détruisaient tout sur leur passage et demeuraient invincibles. N'ayant pas reçu l'ordre impératif de s'en prendre aux habitants de la Bastide, ils s'étaient contentés de prendre note de leur fuite. Cet imbécile d'Abdoul avait cru bon de leur envoyer quelques rafales vite rendues imprécises par les gerbes d'eau que le hors-bord avait crachées, agrémentées d'un tir doublé en riposte, qui n'était pas passé très loin de lui. C'était un risque inutile. Il le féliciterait tout de même, car à l'heure actuelle, il devait être mort de trouille. Il décida de hâter leur départ pour ne pas être pris à revers. La grande salle, le bureau, avait été piégé. Cela n'allait pas tarder à exploser. Ce qu'il en resterait se consumerait lentement et totalement. L'intervention n'avait pas duré 5 minutes. Qu'y avait-il dans ces archives électroniques? Saliman n'en savait rien. Ces hommes croyaient le savoir. Ils se persuadaient qu'ils travaillaient pour un dieu sanguinaire qui leur ouvrirait le paradis s'ils faisaient couler le plus de sang possible. Et ils faisaient confiance à Saliman. Lui ne croyait plus à ces histoires depuis longtemps. C'était sans importance. Ce qui comptait, c'était de suivre à la lettre les instructions données par Hamadi, comme il le faisait à chaque fois que celui-ci leur confiait une mission. Lui seul connaissait les points de contact avec Hamadi. Et c'était lui qui en tirerait les plus grands profits. À chaque fois, il disposait d'une intendance parfaitement organisée. Il n'avait rien à transporter, aucun risque à prendre avec la sécurité des aéroports. Le coup fait, il se dirigeait déjà vers leur objectif suivant, le Byblos et les petites femmes de Saint-Tropez, toujours attirées par le Moyen-Orient et ses mystères. Quelle meilleure couverture pouvaient-ils trouver? Quelle façon plus agréable de fêter leur victoire et d'entretenir le moral de ces pseudo-moudjahidines? Il ne détestait pas non plus les dons involontaires qui lui arrivaient de ponctionner chez les riches propriétaires à l'aide de son commando bien rodé. Aujourd'hui, il n'avait pas eu le temps de fouiller la maison, compte tenu de la fuite de ses habitants et du risque qu'ils aient appelé la police. À peine sortis du quartier chic blotti, au sommet de la petite colline de l'Estagnet, ils se dirigèrent à allure modérée vers la place de la chapelle Sainte-Anne. Ils venaient juste d'éteindre les feux du fourgon lorsqu'ils entendirent les explosions sourdes qu'ils avaient programmées. Peu de chance que les voisins puissent se souvenir de ce véhicule. Le bruit provoqué par leur attaque avait été jusque-là très limité. Ils se dévêtirent précautionneusement dans le fourgon, conservant leurs gants jusqu'à la fin. Puis ils se nettoyèrent rapidement le visage et enfilèrent leur tenue de ville, plus en rapport avec la petite fête qu'ils prévoyaient. Un nouveau coup d'œil autour du fourgon, et ils en descendirent en se recoiffant tranquillement. Mahmoud replaça discrètement la clé sous le marchepied. Après avoir fait quelques pas sur le chemin pour s'assurer qu'ils n'étaient pas observés, ils firent résolument demi-tour et remontèrent dans leur Mégane de location. Saliman savait que le fourgon serait récupéré et désinfecté complètement. S'il avait été volé, il retrouverait son emplacement d'origine. S'il appartenait à l'organisation, il serait maquillé et remisé jusqu'à la prochaine mission. Il ignorait qui s'occupait de ce travail, admirant l'abnégation de ces fourmis qui œuvraient dans l'ombre de nombreuses heures, sujettes à un risque important de se faire prendre, tandis que Saliman et son équipe n'étaient exposés que pendant un temps très court, même si les dangers qu'ils côtoyaient étaient plus grands. Tout en lançant quelques plaisanteries agressives à l'égard des femmes de Saint-Tropez, ils eurent tôt fait de rejoindre le Byblos par les méandres de la ville, mettant à profit le court trajet pour respirer profondément, éliminer le stress de leur expédition armée et se composer un visage de touriste. Ils n'avaient rien de l'homme qui n'a plus rien à perdre, au visage famélique, se jetant dans la rébellion poussée par la faim. Cette fausse idée qu'avait d'eux le monde civilisé les faisait souvent ricaner et augmenter leur sentiment de supériorité. Ils avaient tout l'argent qu'ils étaient capables de dépenser et pouvaient s'envoyer n'importe laquelle de ces Françaises éhontées qui se montraient à tous les hommes. Ils voulaient conquérir le monde pour l'asservir. Ils étaient des prédateurs, pas de pauvres félats. 2 d'entre eux avaient des diplômes d'ingénieurs qui leur permettaient de se mêler sans difficulté à la foule des businessmen peuplant les aéroports. Les 2 autres parlaient et écrivaient l'arabe parfaitement. Ils étaient capables
de soutenir des conversations poussées en français et en anglais. Il n'aurait eu aucune difficulté à s'intégrer à cette société qu'il combattait. Il ne le voulait pas, il la méprisait. Il méprisait sa faiblesse. Depuis leur plus jeune âge, des tueurs en série, voilà ce qu'ils étaient vraiment. Voilà pourquoi Saliman les avait choisis. L'accueil au Byblos fut à la mesure du prix de leurs costumes et de leurs attitudes de riches hommes d'affaires libanais. « Garçon, un magnum de champagne et une bouteille de limonade. Cette table-là, près de la piste. Merci. » Aucun d'entre eux ne buvait d'alcool, du moins en groupe. Le champagne, c'était pour les petites poulettes qui viendraient picorer autour de leur table et pour la galerie. Ne pas faire trop intégriste. Il paya sur le champ et ajouta un pourboire royal. « Celle-là te regarde, » dit Mahmoud à Abdoul, le plus jeune d'entre eux. « Vas-y !» Abdoul fit les yeux doux à la femelle pendant un moment, puis se leva pour danser lorsque le rythme lui convint. La musique tunisienne mondialisée de Khaled envahissait la piste. Les couples se trémoussaient en un mélange de genres, du rock au merengue en passant par la salsa qu'il jugea ridicule. Il se livra alors à une danse du ventre authentique, viril, équivoque, qui attira sur lui l'attention de la foule des danseurs. Il fut plus encore le pôle d'attraction des allumés de la musique orientale lorsque la fille qu'il regardait depuis 10 minutes s'approcha pour lui donner la réplique, calquant sur lui ses mouvements de hanches, accompagnant ses ondulations de ses mains et de ses épaules nues, exposant sa poitrine impudique au regard concupissant d'Abdoul. Il connaissait sa mission, séduire la belle et peu farouche jeune fille. À la fin de la danse, il l'invita à s'abreuver à leur table et lui présenta ses amis qui, pour la circonstance, se montrèrent polis et avenants. La musique était trop forte pour qu'une véritable conversation puisse s'instaurer entre eux. Il se contenta donc de lui souffler quelques banalités dans l'oreille en caressant la base de son cou avec dextérité. Comme la nuit était largement entamée et que ses amis n'aimaient guère perdre de temps en préliminaires, il faisait boire la Française à une cadence dont celle-ci ne se plaignait d'ailleurs pas. Il ne tarissait pas d'éloges sur sa beauté et trouvait chacune de ses paroles tellement amusantes. À un moment, voyant qu'elle ne détestait pas l'euphorie provoquée par l'alcool, il lui proposait une cigarette de sa fabrication en lui précisant bien, au creux de l'oreille, l'œil ravageur, tous les effets qu'elle pouvait en attendre. Dès les premières bouffées, sa perception s'altéra. Elle trouvait ce garçon si beau, encore plus qu'elle ne le pensait 5 minutes avant. Si gentil aussi. Elle avait envie de l'embrasser. Elle trouvait ses amis gentils aussi. Elle aimait tout le monde. Le DJ était génial. La musique se rapprochait et s'éloignait. Elle embrassa le jeune homme avec ferveur. « Abdoul, quel beau prénom. Abdoul. Viens, lui demanda-t-il. J'ai une chambre, on sera mieux. On va t'aider. Viens. » Discrètement, sans regarder autour d'eux, le visage impassible, Abdoul et ses amis se levèrent. Ils se comportaient comme si cet acte vicieux faisait partie de leur mission. Ils entourèrent la fille. Abdoul la prit par le bras et la conduisit jusqu'à l'ascenseur vers les étages. Il la fit entrer dans sa chambre. Ses acolytes s'engouffrèrent dans la chambre mitoyenne, pouvant à peine contenir leurs regards et leurs remarques pornographiques. À peine assis sur le lit, il lui offrit une autre cigarette trafiquée, pour la rendre plus amoureuse, lui disait-il, lui parlant de plus en plus crûment de la façon dont ils allaient terminer la soirée tous les deux. Elle le trouvait de plus en plus beau et sexy. Elle le voulait, et tout le monde il est beau. N'y tenant plus, là d'où il venait, les femmes n'excitaient pas les hommes de la sorte. Il la dévêtit avec une certaine rudesse. Elle aimait ça. Il la jeta sur le lit, se déshabilla en la contemplant, offerte, amoureuse, tellement provocante qu'avant que son slip ne touche le sol, son sexe était prêt à l'action. Il tomba sur elle et la prit sans ménagement, connaissant bien les effets de ce qu'il lui avait donné à fumer. Elle était en extase, tendue à se rompre. Elle aimait tout de lui. Dès qu'ils l'entendirent gémir, les autres dépravés arrivèrent dans la pénombre, pour soi-disant punir cette jeune fille toute fraîche qui ne connaissait rien des effets de la drogue. Ils usèrent d'elle selon leur bon plaisir, tous ensemble, de plus en plus durement, sans conscience, sans ménagement, et sans même de reconnaissance pour le plaisir qu'elle leur donnait. Ils voulaient au contraire que leur plaisir soit son châtiment pour avoir porté ses yeux sur Abdoul, pour avoir été effronté sur la piste de danse, pour lui avoir cédé. Ils voulaient que cette fille s'en souvienne longtemps et n'hésitait pas à la marquer pour la vie dans sa chair et dans son esprit. Et quand ils la mirent dehors, c'était avec un énorme sentiment de culpabilité qu'elle ressortait de cette chambre. Il n'en doutait pas, coupable parce qu'elle se souvenait d'avoir accepté malgré elle tout ce qui lui avait été proposé, coupable d'avoir aimé, la drogue aidant, le traitement qu'elle avait subi. Il ne craignait rien, les terroristes. Jamais elle ne parlerait à quiconque de cette expérience dégradante. Jamais. Les pompiers arrivèrent toutes sirènes hurlantes 35 minutes après la dernière explosion, alertés par les voisins réveillés par le bruit et l'intense fumée qui envahissait le quartier. Plus personne ne pouvait ignorer qu'il y avait le feu à la Bastide Mongrain. Ils se rendirent bientôt à l'évidence. Le feu n'avait pas été accidentel. 2 chiens avaient été égorgés. Il y avait des traces d'explosifs partout. Ils appelèrent la police qui parvint sur les lieux 1 heure après le forfait, comprenant enfin le sens du message enregistré que leur standard avait reçu au début de l'attaque.